Le bonjour et la bienvenue à toutes et tous. Vous avez vu par rapport au titre, c'est donc un sujet un peu polémique et chaud, qui est celui du port ou du non-port du masque. Alors la première chose que je tiens à vous dire, c'est que ce que je vais énoncer là est tout à fait subjectif et étroitement lié à ma croyance, et n'ont donc fait donc pas valeur de vérité ou de postulat indémontable. Bien au contraire, et ce que j'aimerais essentiellement montrer ici, c'est que on peut être contre le port du masque, comme je le suis, sans néanmoins tomber dans un extrémisme et essayer, entre guillemets, comme l'expression dit, de ménager la chèvre et le chou, ce qui n'est pas forcément facile. Donc, ce que je vous dis là, en premier lieu, c'est par rapport à un texte que j'avais écrit dans mon blog L'effet de serre, juste après la sortie du premier confinement l'année dernière. Et en fait, je me rends assez peu dans les grandes enseignes des multinationales, de moins en moins. J'allais dire de plus en plus, oui, j'y vais de moins en moins, donc je les fréquente pratiquement plus, en tout cas le moins que possible. Et ce qui fait que quand j'y vais, bah, en fait, j'y allais pas très souvent, donc du coup, ça permettait, eh bien, de voir à chaque fois l'évolution qui se faisait au fur et à mesure. Donc, ça me permettait de prendre conscience aussi de l'évolution des choses par rapport à notre peur du Covid-19, il y a un an. Et ce jour-là, j'avais pu constater que le nombre de gens qui ne portaient pas de masque se réduisait de plus en plus. Il n'était pas question de se lancer dans une critique démonstrative et approfondie du faux ou faux pas, et faut le mettre ou faut pas le mettre. Et je faisais juste le constat avec un décompte qu'en fait 90% des gens le portaient et 10% des gens ne le portaient pas, les 10% dont je faisais d'ailleurs partie. Mais ce qui m'avait le plus interpellé, en fait, c'était de voir qu'il y avait des gens masqués avec des gants. J'avais même vu un monsieur ce jour-là qui était entouré de papier alu. C'était surréaliste. Et que dans leur caddie, il y avait en fait plein de produits empoisonnés, quoi. Et, euh, et c'était drôle parce que ça m'a fait penser à ce moment-là, en voyant ce monsieur porter le masque, qu'il avait le sentiment que ça le protégeait de tout, en fait. Alors moi je suis absolument pas scientifique, hein, je suis pas immunologue non plus, mais ma conviction, en tout cas ma croyance, c'est que ces gens se trompent fortement en pensant que quand ils portent un masque, ils sont protégés. Déjà pour la première simple raison, c'est que en l'enlevant et en le remettant régulièrement avec leurs mains, par exemple dans le cours de la journée pour répondre au téléphone, se gratter le nez ou la bouche, enfin faire un tas de trucs quoi. Pour moi, il prenait le risque, entre guillemets, de coller des virus sur ce dit masque et ainsi de les respirer de très près pendant un bon moment une fois qu'il l'avait sur le nez. Et je me disais qu'en fait, ça pouvait très bien être antiproductif, cette histoire du port du masque, plus que productif. À cause de ça, à cause du fait qu'on va partout dans des lieux publics et qu'on n'arrête pas de toucher les choses avec nos mains. Et pour que ce soit 100% efficace, en fait, il faudrait porter des gants ou, ce qui se fait de plus en plus maintenant, mettre du gel hydroalcoolique partout. Sauf que si on fout du gel hydroalcoolique partout et qu'on oblige les gens à se désinfecter les mains à chaque rentrée de magasin, en effet, il y a moins de risques de transmettre des virus et des bactéries, sauf que le gel hydroalcoolique, il tue aussi toutes les bactéries positives, parce que les bactéries, c'est pas que des choses négatives. Dans le corps humain, on a des centaines de milliers de bactéries qui font leur travail en permanence à l'intérieur de notre organisme, et sans ces bactéries, on serait tous morts. Donc le gel hydroalcoolique, lui, il fait pas de différence entre guillemets entre les bonnes et les mauvaises bactéries, quoi. Donc il tue toutes les bactéries, quelles qu'elles soient. Donc le risque, selon moi, c'est que à force d'aseptiser l'espace public avec du gel hydroalcoolique, en portant des gants, en portant des masques, eh bien on finit par affaiblir fortement nos défenses immunitaires et à force d'affaiblir nos défenses immunitaires, comme on l'a déjà largement fait, on va dire depuis une cinquantaine d'années avec les antibiotiques qu'on donnait à tour de bras pour un rhume ou pour un n'importe quoi, ce qui se fait plus aujourd'hui, mais quand j'étais enfant, je me souviens que on mettait tout le monde sous traitement antibiotique dès le moindre rhume, quoi. Mais en fait, on a profondément abîmé nos défenses immunitaires, on les a rendues beaucoup plus faibles, et donc on est beaucoup moins résistant aux microbes et aux virus et aux bactéries. J'en ai pour exemple que depuis l'âge de 20 ans, je suis un voyageur, j'adore voyager partout dans le monde et que j'ai plutôt tendance à aller dans des pays pauvres ou dans des pays en voie de développement et que dans ces pays, bah, c'était fou de constater comme ces gens ont une défense immunitaire bien plus puissante que la nôtre et que nous, dès on boit l'eau que eux boivent tous les jours, et ben on se tape une chiasse de une semaine à s'en tordre les boyaux et limite à l'hôpital, quoi.
Donc le principe, c'est pas de dire qu'il faut être absolument cradoc, plus rien nettoyer et puis plus se laver et tout ça. C'est juste de dire qu'on est peut-être passé dans une forme excessive, voire extrême de peur des virus et des bactéries qui fait que du coup, on a donc abîmé nos défenses immunitaires et plus ça ira, moins nos défenses immunitaires seront fortes. Et ça fait un effet vicieux, c'est-à-dire que bah, c'est un enchaînement de causes et effets. On sera de plus en plus fragile à des virus qui, eux aussi, du coup, sont de plus en plus virulents puisqu'ils mutent et s'adaptent aux antibiotiques et aux produits qu'on leur met dessus, quoi. Donc finalement, ils disparaissent pas, ils se renforcent. Et donc on est obligé de nous aussi renforcer nos défenses, nos manières de se défendre d'eux, et c'est pas naturellement, mais par le biais de la science et de la chimie. Donc il n'est pas question d'être anti-vaccin, anti-tout, mais de s'interroger sur la dangerosité du cercle vicieux dans lequel on est entré, et avec cette équation baisse de notre immunité et augmentation de la virulence des virus. Donc on sera de plus en plus exposé à des virus dangereux. Et donc je pense que le port du masque est partout et les gants et tout ça, eh ben, c'est antiproductif selon moi. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut faire tout et n'importe quoi non plus. Il faut avoir une forme de responsabilité. Je suis pas pour le port du masque, mais si je devais aller une maison de retraite, il est évident que je mettrais un masque, puisqu'on sait que le Covid-19 tue essentiellement les gens de plus de 70 ans. Donc ça serait suicidaire d'aller rendre visite à des gens de plus de 70 ans sans masque. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire preuve d'intelligence et de raison, et se sentir responsable de ce qu'on fait. Et là, pour moi, c'est antiproductif ce qui est en train de se passer, parce que c'est extrême. Et je vois un pays comme la Suède, par exemple, a été beaucoup plus discipliné que nous et n'a pas employé des méthodes aussi drastiques que les nôtres. Et finalement, ils ont eu un taux de mortalité qui est, par le nombre d'habitants, qui est le même que le nôtre. En France, par exemple, où on a employé des méthodes drastiques. Donc pour moi, c'est une preuve en soi. Et puis en second lieu, quand je voyais ça l'année dernière avec ces gens avec le masque et les gants et tout ça, ça m'a interpellé sur le fait que rien ne change vraiment dans les comportements ou très très peu. En fait, essentiellement, on accepte de porter le masque pour une raison valable et énorme, c'est la peur de mourir. La peur de mourir de ce virus du Covid-19. Mais à côté de ça, eh ben, on continue, on s'interroge pas du tout sur notre mode de vie général. Donc on continue à manger de la viande industrielle, d'animaux d'élevage nourris au soja transgénique OGM. On continue de consommer des produits chimiques tels que les colorants, les émulsifiants, les conservateurs, les exhausteurs de goût, les gélifiants, les OGM, les pesticides, les insecticides, les engrais chimiques, les antibiotiques à outrance. Et on pourrait encore allonger la liste. Et tout ça, bah, en fait, on n'a pas du tout remis en question notre mode de nourriture et notre mode de fonctionnement général. Et on met un masque, et puis ça y est, on est protégé du Covid-19. Mais on continue à faire tout et n'importe quoi dans notre quotidien, à manger donc des produits mal faits, avec déjà des légumes traités avec des tas de produits. Une tomate, quand vous la mangez et qu'elle n'est pas bio, elle a connu je ne sais combien de traitements avant d'arriver jusqu'à votre bouche. Donc c'est plutôt dangereux. Si vous mangez de la viande, du porc par exemple, eh ben, vous êtes sûr qu'il a été à 90% nourri au tourteau de soja OGM venant d'Amérique du Nord ou du Brésil. Donc indirectement et inconsciemment, sans le savoir, vous mangez des OGM tous les jours. Si en plus de ça, vous y ajoutez une dose d'alcool régulière et forte, que vous fumez des cigarettes tous les jours en quantité importante, voire en plus un pétard de temps en temps, alors je parle pas encore au-delà de ça, ceux qui peuvent prendre des psychotropes comme les LSD ou l'ecstasy ou tout ça. Alors j'avais vraiment l'impression qu'on touchait totalement au ridicule en voyant tout ça. Euh, Après, on peut même aller encore plus loin, hein. Pour les plus extrêmes, il y a plein de femmes qui se font injecter du collagène et du silicone pour rester jeunes et belles, des hommes qui prennent des stéroïdes pour avoir un physique de monsieur muscle. Bah, tout ça, c'est complètement fou. Et alors on met un masque parce qu'on a une peur bleue de mourir du Covid-19, et à côté de ça, on a dans notre vie quotidienne et pendant des années et des années, sur toute notre longueur d'existence, un comportement qui est ni plus ni moins suicidaire dans notre façon de vivre surtout de se nourrir. Et voilà, et ça me faisait encore plus penser à autre chose, c'était que finalement ce magasin dans lequel j'étais à ce moment-là, eh ben, il sentait l'hôpital, quoi. Ça sentait l'hôpital, et puis à grand renfort de slogans
auditif, attention, la Covid-19 est là, protégez-vous, les gestes barrières, mettez des gants, mettez des masques, mettez du gel hydroalcoolique. Et puis on vous marque partout que tout est dans le respect des règles sanitaires, c'est-à-dire qu'en fait tout est aseptisé à mort, comme on disait tout à l'heure, avec du gel hydroalcoolique, avec plein de choses qui détruisent sans distinction les mauvaises et les bonnes bactéries, quoi. Et, euh, et donc du coup on est rentré dans un monde qui semble devenir un lieu de terreur invisible et mortelle, et qui nous fait craindre la mort à chaque instant, quoi. En termes de joie de vivre, je veux dire, on est vraiment descendu extrêmement bas. Et tout ça pour dire que si l'humain cherche à se suicider, il lui réussissait déjà à merveille bien avant ce corona truc-muche. Et, euh, et en fait, je crois vraiment que c'est autre chose qui nous est proposé là et qui nous est demandé à travers cette histoire de virus. C'est justement un appel intérieur à une prise de conscience de comment nous vivons, de ce que nous mangeons, de notre rythme de vie, du stress, des informations anxiogènes dont on est bombardé à longueur de temps quand on regarde la télé ou quand on écoute la radio ou qu'on lit les journaux. Il y a toujours des exceptions, hein. Là, je parle évidemment de façon plutôt, euh, on va dire, importante. Il y a des exceptions. Il y a des journaux qui proposent aussi évidemment des choses intéressantes et évoluantes et qui vont dans le sens de l'amour et de la bonté. Mais en général, vous allumez la télé. Bon, moi, j'ai plus de télé, donc je regarde plus la télé déjà depuis 10 ans. Mais bon, c'est hyper anxiogène, quoi. On vous bombarde quand même que de trucs mortifères et qui font peur, quoi. Et bah, je me dis qu'en fait, ce qui est le plus important, c'est vraiment de mettre le paquet sur l'éducation et sur l'école, plutôt qu'autre chose, plutôt que sur la sécurité, sur la police, sur l'armée, sur les gels hydroalcooliques, sur les masques. Je veux dire, le plus important au jour d'aujourd'hui, c'est de mettre un paquet financier sur l'éducation et d'introduire à l'école des notions comme des cours de méditation, par exemple, plusieurs heures de cours de méditation par semaine pour les enfants, remettre l'éducation morale et civique aussi en place, mais une vraie morale et une vraie civique, hein, un vrai civisme, pas un truc qui cache derrière encore tous les fantasmes de l'économie et de l'intérêt qui prime sur tout, quoi, parce que c'est un peu ça le problème, quoi. Et, euh, et si on était capable donc d'introduire à l'école la méditation et un apprentissage à la responsabilité et au partage, en 2 générations à peine, et ben, toutes ces histoires-là, elles seraient reléguées dans les livres d'histoire. Mais on n'en est pas encore là, et loin de là. Et c'est bien difficile. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que il y a quelques jours, je me suis à nouveau rendu dans un supermarché. Et au moment de payer, le caissier m'a interpellé pour me dire que mon masque était sous mon nez. Et donc il m'a demandé, dans un premier temps, gentiment, de remettre le masque au-dessus de mon nez. Et je lui ai répondu que ça m'allait très bien comme ça et que j'en ferais pas plus, quoi. Donc là, le ton est monté et il m'a dit vous devez mettre votre masque sur votre nez, c'est obligatoire. Le port du masque est obligatoire. Je lui ai dit bah, le masque, je l'ai déjà et ça c'est déjà suffisamment contraignant. Et bon, je ne vais pas expliquer tout ce que je viens de vous expliquer, ça aurait été beaucoup trop long, puis on était à une caisse de supermarché, donc voilà. Et donc le ton est monté encore plus et il a commencé carrément à me dire à me dire d'arrêter de jouer au con, enfin ce genre de choses, et que c'était la loi. Et donc j'étais obligé de respecter cette loi. Donc je lui ai dit que s'il voulait, il pouvait éventuellement appeler la gendarmerie, mais je voulais pas en arriver justement à une escalade verbale et voire physique, surtout pas. Et il me dit oui, vous êtes inconscient, vous mettez ma vie en danger. Donc je lui dis écoutez, vous avez un masque, il y a un carreau plexiglas entre vous et moi j'ai mon masque sur ma bouche. Donc je lui dis, il me dit oui, vous pouvez postillonner. Je lui dis bah, je vois pas comment je pourrais postillonner à travers un masque sur la bouche. Et en plus, il y a donc cette barrière plexiglas entre nous et vous-même vous portez un masque. Donc je lui dis, et on est à 2 mètres d'écart. Je lui dis comment voulez-vous que je vous donne le Covid-19 avec ça? C'est juste impossible. Et là, il s'est encore plus énervé, le ton est monté il m'a hurlé dessus en disant que il fallait que j'arrête de jouer au con et que je devais respecter la loi, que je n'avais pas le choix, quoi. Et donc, par provocation, je reconnais que c'est pas forcément très très malin de ma part, on va dire. Je lui ai demandé si demain, si la nouvelle loi qui était pondue, c'était de se rendre compte qu'en mettant son slip sur sa tête, ça protégeait du Covid-19, est-ce qu'il le ferait aussi, quoi. Et là, il m'a regardé hyper méchamment et il m'a demandé de payer rapidement et de partir. Donc, j'ai payé et je suis parti et
Il était très fâché. Et je lui ai dit, bah écoutez, je vous souhaite quand même une belle journée et sans rancune, quoi. Et je suis parti comme ça. Mais voilà, et puis ensuite j'ai un petit peu réfléchi, c'est un petit peu redescendu et déjà ça a été un très bon indicateur pour moi de me rendre compte que j'étais pas encore complètement centré et que je pouvais dériver et m'énerver, monter aussi un peu dans les tours, ce qui n'avait pas de sens, parce qu'il n'y avait pas de raison de s'énerver. Et puis la deuxième chose, je me suis dit en fait, tout est une question de croyance. Et ce monsieur, s'il a la croyance pure et dure que le Covid-19 va le tuer, je dois me mettre à sa place et me rendre compte combien je peux l'énerver et combien il peut se dire que je suis un fou inconscient et que c'est à cause de gens comme moi que la Covid-19 n'est toujours pas endiguée que je propage le virus et qu'à cause de moi, il y a des gens qui vont mourir. Et je dois me mettre à sa place et je dois comprendre ça, même si je suis persuadé du contraire. Ça joue à la peur primale, la peur la plus profonde de l'être humain en général, c'est la peur de mourir. Et ce monsieur, s'il a la croyance qu'il peut mourir à cause de ce virus à tout moment, eh bien, en me voyant avec mon masque sous le nez, il se dit juste, il peut que s'énerver et que monter dans les tours parce que lui, il a la conviction que je joue avec sa vie, quoi. Alors que moi, j'ai la conviction que en faisant ce qu'il fait, sur du long terme, on joue tous avec notre vie, en dézinguant notre barrière immunitaire et en finissant par être exposé à des virus qui seront plus virulents et qui nous tueront encore plus. Et si ça arrive un jour, eh bien, rien ne dit que ce monsieur remettra toute sa croyance en question, et il serait plutôt tenté de dire, bah, vous voyez, à cause de gens comme vous qui n'ont pas porté le masque et qui n'ont pas mis de gel hydroalcoolique partout, tout le temps en rentrant dans les lieux publics, eh bien, aujourd'hui, on a des variants encore plus méchants, encore plus dangereux, et on va tous mourir à cause de gens comme vous. Alors que moi, ma croyance, ça serait de me dire, ben non, monsieur, justement, c'est le contraire. C'est parce que vous avez trop détruit votre barrière immunitaire en mettant tout le temps des masques, un truc en plexiglas, du gel hydroalcoolique sur les mains, et ainsi de suite, que finalement, on a des virus encore plus virulents et qu'on a de moins en moins de défense, et du coup, on en meurt de plus en plus. Et donc, c'est un peu le dialogue de sourds. C'est le dialogue de sourds, et là, comme on disait au début, on peut pas ménager la chèvre et le chou. Et le discours devient un discours de sourds. L'un ne peut pas entendre ce que dit l'autre, et l'autre ne peut pas entendre non plus ce que je dis. Donc, que faire? Que faire, à part essayer de rester centré et de rester dans la bienveillance, dans la tolérance, dans la compréhension. C'est vrai que c'est pas facile, ni pour lui, ni pour moi. Pour lui parce qu'il a l'impression que je joue avec la vie des autres, et pour moi parce que j'ai le sentiment que ce monsieur, sans s'en rendre compte, vit aussi avec la vie des autres à moyen et à long terme. Voilà. Donc, euh, donc c'est en effet très complexe, et ce qui est très embêtant, c'est que finalement c'est en train de construire des barrières entre les gens, entre les pros et les antis. On va avoir le même problème avec les vaccins. Il y aura les pros et les anti-vaccins, ceux qui diront bah, que ce vaccin n'a pas assez de recul, qu'il a été fait trop rapidement, qu'il n'a pas été assez testé, qu'en plus c'est une nouvelle génération de vaccins à type ARN et qui donc touche à l'ADN des gens, donc c'est quand même quelque chose de très puissant. En allant encore plus loin, il y a ceux qu'on traite de complotistes qui vous diront que ça a un rapport avec la 5G et que ça aura une maîtrise sur votre organisme et votre nourriture, enfin surtout qu'on pourrait déclencher des maladies par rapport à ça. Donc je ne sais pas s'il faut aller jusque-là. Voilà, je suis observateur, j'observe, j'écoute, j'essaie de comprendre, d'entendre aussi intérieurement à un niveau supérieur ce que ça me dit, et de rester surtout centré, calme et tolérant. Mais c'est vrai que la situation se tend et se radicalise. On parle maintenant d'un futur passeport qui permettrait à des gens qui sont vaccinés d'aller par exemple au pub ou au restaurant ou dans les cinémas ou dans les musées, et que ceux qui ne seraient pas vaccinés ne pourraient pas y aller. J'y vois forcément, de mon point de vue, quelque chose de parfaitement liberticide et anormal. Alors que de l'autre côté, un monsieur comme celui-là, lui, trouverait ça tout à fait normal en disant que en faisant ça, on va endiguer la maladie et qu'on va régler le problème. Moi, je ne le crois pas. Je crois que, comme je l'ai dit plus haut, le problème, c'est notre façon de vivre, c'est nos croyances, c'est la peur de mourir, c'est la peur de tout en général d'ailleurs. C'est la peur, le plus grand virus de toute la planète, c'est la peur. Et ultimement, la peur de mourir. Et c'est pour ça que c'est si virulent actuellement, parce qu'on joue sur la peur de mourir. C'est la peur primale, la peur la plus extrême chez l'être humain, c'est la peur de mourir. Donc on joue sur quelque chose qui est vraiment le plus puissant. Et qui donc fait qu'il y a des débats qui seront de plus en plus tendus entre les deux camps, entre guillemets. Ce qui je trouve anormal, c'est que
C'est que par exemple, le réalisateur du documentaire Hold Up, eh ben, on peut être d'accord ou pas d'accord avec lui. Mais ce qui est fou, c'est que finalement, toute la presse je veux dire, s'écrase sur ce mec, écrase toutes ses convictions, toutes ses certitudes sur cet homme et ceux qui ont témoigné dans ce reportage en disant que ce sont des complotistes, ce sont des cinglés, qu'ils manipulent les gens et tout ça. Et on les invite pas sur des plateaux de télé à débattre avec les gens qui sont contre eux. On se contente juste de les démonter dans les médias en disant que ce sont des complotistes. Euh, c'est pas ça la démocratie. C'est pas démocrate du tout, puis c'est pas tolérant du tout. Donc, dans l'intérieur de ce reportage Hold Up, il y a aussi des professeurs, il y a aussi des immunologues, il y a des gens qui, pas que des gens, moi j'ai aucune, j'ai aucun diplôme dans ce sens-là, donc on peut me dire facilement, Yann, ni immunologue ni scientifique, donc tais-toi, t'es pas légitime. Et bon, à la rigueur, je peux l'entendre. Moi, mes informations, je les tire pas de là, donc et c'est quelque chose d'intérieur, d'une voix qui vient, entre guillemets, d'un niveau supérieur. Donc voilà, après, c'est ma croyance aussi, et on peut très bien me dire que c'est complètement barré et que c'est n'importe quoi, et je peux l'entendre, il n'y a pas de souci, quoi. Donc je suis pas là pour imposer, mais je suis pas là non plus pour subir. Et c'est ça toute la problématique, c'est trouver le juste milieu entre à tout accepter et subir, être dans une forme de soumission, ou être dans être soumission aussi, mais soumission en deux mots, sous une mission d'incarnation, une mission de vie. Moi, c'est plutôt ça que j'ai choisi, c'est d'être sous une mission d'incarnation, sous une mission de vie, et pas en soumission à ce virus et à cette peur et à toutes les lois qui sont pondues avec. Néanmoins, je dois à nouveau mettre de l'eau dans mon vin et me mettre à la place de ceux qui croient vraiment que ce virus est hyper mortel et qui va nous tuer. Après, il y a des chiffres pourtant, hein, et des rapports scientifiques, mais ils sont pas mis en avant. Ce qui est mis en avant, c'est une espèce de doxa étatique qui dit que, et c'est comme ça, et si vous sortez des clous, eh ben c'est comme Hold Up, vous êtes lapidé en public et on vous dit que vous êtes un complotiste, un menteur, un manipulateur, un pouce au crime, enfin voilà, et non, la démocratie, c'est aussi de pouvoir débattre de tout, et ce monsieur, dont j'ai oublié le nom, hein, qui a réalisé ce documentaire, il devrait être invité sur des plateaux de télé et les gens qui témoignent dans son reportage doivent pouvoir venir aussi dans les médias avancer leurs croyances et avancer aussi leurs preuves scientifiques, puisque ce sont des scientifiques, comme quoi bah, il y a une autre voie que celle qui nous est imposée. C'est ça qui est important, c'est que la liberté d'expression reste et la possibilité d'en débattre sans s'étriper et sans s'entretuer soit possible. Voilà, une fois de plus, on pourrait aussi débattre complètement sur les vaccins et moi, ma croyance, c'est que ce vaccin, il n'a pas assez de recul et que normalement, il doit passer par tout un stade d'expérimentation avant de pouvoir être mis sur le marché. Et je vois difficilement comment un vaccin qui a été pondu en quelques mois peut être aussi sécurisant qu'un vaccin qui a mis normalement 2 ou 3 ans ou 4 ans de développement avant d'être mis sur le marché. En plus, on touche à des vaccins qui sont vraiment nouveaux et différents. Donc, j'y vois quand même une certaine dangerosité. Et quand je dis ça, j'ai pas l'impression pourtant de devenir un vilain complotiste ou un vilain manipulateur. J'émets juste des doutes, je pose des questions. Et pour ma part, ce vaccin, pour l'instant, j'ai pas du tout envie de le faire, alors que je suis pas anti-vaccin en général. Je veux dire, le BCG ou le tétrapolio ou genre certains vaccins ont sans doute sauvé des millions de gens depuis que ça existe. Donc je suis pas contre. Ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on se fait inoculer à l'intérieur du corps, quoi. On est quand même, c'est notre organisme, c'est notre incarnation, et il est important de savoir ce qu'on vous injecte dans le corps avec certitude, pas un truc qui a été fait en 6 mois, vite fait, pour essayer de répondre à une épidémie qui a tué 2 millions de gens dans le monde en un an, alors que le cancer en tue 15 millions sur la même période. Voilà, donc on peut essayer de refaire le monde à chaque vidéo et à chaque coin de barre, mais c'est pas le but. La visée essentielle pour moi, au travers en tout cas de ces vidéos, c'est le travail introspectif, une fois de plus, qu'on se reprenne en main, qu'on reprenne en main notre pouvoir de créateur incarné, d'être spirituel lumineux et essayer de tourner nos esprits vraiment vers la positivité, l'amour. Et c'est extrêmement difficile parce que on est bombardé d'informations anxiogènes la plupart du temps.
Et puis là, avec ces histoires de virus, on est aussi bombardé d'informations contradictoires permanentes. Un coup, faut danser sur le pied gauche, un coup sur le pied droit, un coup sur les deux pieds, un coup, faut sauter, faut plus avoir les pieds au sol. Donc, qu'est-ce que vous pouvez croire quand, au sein même de la communauté scientifique ou de l'État, le discours est changeant en permanence et qu'on vous dit, en fait, on s'adapte. Mais non, on s'adapte pas, on improvise et on a l'impression, en tout cas, c'est le sentiment que ça donne, d'un grand n'importe quoi. Il y a un an, le masque servait à rien, fallait surtout pas le porter. Après, maintenant, c'est obligatoire, ça va nous sauver la vie. Il y a des études qui disent que oui, des études qui disent que non. Une fois de plus, un pays comme la Suède n'a pas du tout utilisé la même méthode que nous et a eu les mêmes résultats que nous qui avons été beaucoup plus drastiques. Donc, qu'est-ce qu'il faut croire, qu'est-ce qu'il faut penser? Il y a trop d'informations contradictoires et ça part dans tous les sens et on ne sait plus quoi penser. Et une fois de plus, je crois que cette période, elle est vraiment là pour nous rappeler notre devoir d'introspection, notre devoir de réflexion sur notre mode de vie, notre mode d'alimentation, nos façons de penser, nos certitudes, nos croyances. C'est fait pour remettre tout ça en cause et aider à déconstruire des schémas mentaux préétablis, des certitudes incroyables et dont on se rend absolument plus compte. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, comme l'allégorie que j'avais fait avec le véhicule d'incarnation ou l'avion, dans la vidéo que j'avais nommée l'urgence spirituelle. Et c'est celle que je vais vous remettre du coup en conseil à la fin de cette vidéo-ci pour que vous voyez de quoi je parle. Je crois que le plus important au jour d'aujourd'hui, c'est ça, c'est de reprendre confiance en soi, reprendre son pouvoir intérieur, arrêter de remettre toute notre responsabilité sur des gens extérieurs, sur l'État, sur les multinationales, sur nos gouvernants, sur des gourous, sur ce que vous voulez. Ce qui est important, c'est un travail intérieur, un travail de reconnexion à soi et au soi avec un grand S. C'est un travail immense vu comment on s'est coupé de la source primordiale d'amour qu'on était à la base. On en est tellement, tellement éloigné. On fonctionne quasiment en permanence sur un mode inconscient et, euh, et déconnecté de notre réalité profonde, de notre vraie nature avec un grand N, que du coup on s'en rend absolument plus compte. Et je sais que ça serait du temps perdu d'aller entre guillemets me battre avec des pro-masques ou des pro-vaccins. Une fois de plus, je vous l'ai dit, je comprends quand on a peur de mourir, ben, et que quelqu'un fait quelque chose qui vous semble ajouter au risque de la mort, et ben, il ne peut que se mettre en colère face à vous. Et vous, de votre côté, vous pouvez aussi plonger dans la colère en vous disant, il comprend rien, c'est un imbécile, c'est un âne, il va mourir bêtement. Et puis finalement, bah, au bout du compte, c'est stérile parce que les deux restent sur leur position et il se fait une espèce de clivage et de rapport extrême. Et c'est vraiment ça que je crains le plus actuellement, c'est ce clivage et ce rapport extrême entre les pros et les antis. Donc il faut absolument qu'on arrive à se mettre autour de la table, à discuter. Le but, c'est pas de forcer qui que ce soit à devenir pro-masque ou anti-masque ou pro-vaccin ou anti-vaccin. C'est de mettre les choses à plat, essayer de prendre des chiffres rationnels et concrets, mais les avoir tous en main, que le jeu soit pas faussé et manipulé d'entrée de jeu, quoi, parce qu'autrement, autrement c'est sûr que ça peut pas marcher. Donc laisser la parole aussi à certains immunologues ou à certains professeurs ou à certains scientifiques qui remettent en question le, le- la, la vérité établie qui nous est balancée en ce moment et que ces gens puissent citer et avancer leurs arguments. Je le redis encore une fois, c'est ça qui me semble le plus important, qu'on puisse tous parler ensemble et partager et voir où est le rationnel. Si on vous interdit de penser autrement, c'est a priori ça cache quelque chose. Un autre truc qui fait fantasmer tous les complotistes et les anticomplotistes de la planète, c'est les attentats du 11 septembre. Pourquoi George Bush a pondu une loi qui interdit de faire des enquêtes sur les attentats du 11 septembre? Ça peut que amener de la suspicion, ça peut que faire grandir les théories entre guillemets complotistes, parce que si on n'a rien à se reprocher, eh ben on laisse enquêter, quoi. Et là, interdiction d'enquêter, interdiction de sortir de la vérité établie sur l'ordre des choses et qui l'a fait et comment et pourquoi. Donc là, c'est pareil. Il y a une vérité établie sur il faut mettre le masque, il va falloir vous vacciner massivement, il faut mettre du gel hydroalcoolique en rentrant partout dans les lieux publics. Est-ce qu'on a le droit d'en débattre? Est-ce qu'on peut avancer des arguments autres?
comme dit en début de vidéo, sur le fait que ça peut abîmer durablement nos défenses immunitaires, les affaiblir encore plus qu'on l'a déjà fait ces 50 dernières années, et nous mettre encore plus en risque face aux pandémies futures. C'est ça qui est hyper important de pouvoir discuter. Voilà, donc pour terminer, eh bien, le principal, c'est d'apprendre à se centrer encore plus, à ne pas se laisser emporter par la colère ou l'intolérance. Quel que soit son niveau de conscience, à un moment ou à un autre, il nous est toujours présenté une épreuve qui fait qu'on bascule. Ce monsieur à la caisse, c'était mon test à moi pour, au moment parfait et opportun pour me pousser à me mettre en colère, à l'envoyer chier, à l'insulter, enfin voilà. Heureusement, je ne suis pas tombé dans cette colère-là, je me suis juste un petit peu braqué, on va dire. Et puis très rapidement, dès que je suis sorti, je me suis rendu compte que je m'étais un peu braqué, que j'aurais pu faire preuve de plus de tolérance, d'intelligence, de compassion, et essayer d'engager un discours avec lui plus apaisé. Mais une fois de plus, voilà, on joue sur la peur primale, la peur de mourir, et c'est très difficile d'avoir un discours serein, calme et posé quand on est sur un sujet où l'autre pense qu'il est en danger de mort. C'est évidemment très 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 difficile et c'est tout le problème de ce qui se passe en ce moment. Le sujet central, c'est la peur de mourir. Quelque chose qui est extraordinairement puissant dans l'inconscient collectif et individuel. Et pourquoi pas que ceci nous est justement présenté pour apprendre à avoir beaucoup moins peur de la mort, à beaucoup moins la cacher, à beaucoup moins la subir et en avoir une terreur folle comme dans ce monde moderne où on n'a jamais autant caché et eu peur de la mort. Donc c'est aussi ça qui nous est demandé. Repenser notre rapport à la mort, à voir que ce n'est qu'un passage. Une fois de plus, c'est que ma croyance, mais à penser que ce n'est qu'un passage, que la réincarnation est aussi une certitude, ce qui n'engage évidemment que moi, mais pour moi c'est une certitude. J'ai beaucoup travaillé là-dessus extérieurement et intérieurement et je reste absolument convaincu de cette existence de la réincarnation, des multiples incarnations qui sont là pour nous faire progresser et nous faire toujours faire qu'on est toujours là au moment opportun pour apprendre quelque chose, tirer une leçon de la vie. Et il y avait un grand maître qui disait, à qui on demandait quelle était sa méthode et qu'est-ce qui était le plus important. Et il disait, il n'y a rien de plus important que votre propre chemin. Votre maître, c'est votre vie, c'est votre existence, c'est tout ce qui vous arrive au quotidien, dans chaque petit événement, à chaque petite seconde de votre vie. Eh bien, le meilleur enseignement que vous pouvez recevoir, il vient de là. Et pour que ça se transforme en enseignement et pas en pure joie ou en pur malheur, eh bien, c'est de s'introspecter et de réfléchir sur tout ce qui nous arrive quotidiennement et ce qu'on peut faire mieux pour s'améliorer au fur et à mesure. Voilà, bon, je vais pas je vais pas encore plus m'étendre parce que ça va devenir long. J'aime bien que ça dépasse pas une demi-heure, ce qui peut déjà être un petit peu long. Donc, je vous laisse sur ces paroles en vous souhaitant, comme à mon habitude, le meilleur en tout temps et en tout lieu, et en vous incitant à essayer de rester le plus centré que possible et à être tourné vers la positivité et l'amour, ce que j'essaye de faire aussi par moi-même, avec toutes les difficultés que ça peut comporter. Allez, courage, détermination et persévérance vers la voie de notre lumière intérieure. À très bientôt, merci.